Ce que tu fais, t'as l'impression que ta couleur de peau, de toute façon, elle prédéfinit tout ce que tu vas dire. Et que pour changer les idées que les gens ils ont en tête sur ça, il faut vraiment batailler. Et c'est épuisant en fait. Otep à tous et bienvenue dans l'éveil en héritage, le podcast dédié à l'éveil, à l'éducation des jeunes noirs de la diaspora européenne. Dans cet épisode, j'ai décidé d'écouter certains commentaires sur ma vidéo précédente. Donc la vidéo que j'ai faite à propos de Webb Dubois, cet activiste, ce docteur, ce sociologue. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous analyser un de ses livres. Ce livre-là, c'est The Soul of Black Folk. En français, c'est Les âmes des peuples noirs. Je vais un peu commencer en fait par vous situer le contexte dans lequel ce livre-là a été écrit. Donc pour cela, j'ai décidé de faire un peu une petite ligne du temps pour que vous compreniez un peu ces idées et en fait le contexte social dans lequel ce livre a été écrit, imaginé, etc. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, donc Webb Dubois, c'est un activiste panafricain, c'est également un sociologue, c'est le premier noir à avoir reçu un diplôme de docteur dans l'université de Harvard. Et donc, c'est quelqu'un qui a toujours été un intellectuel et qui a toujours voulu valoriser à travers son activisme le fait que les Noirs devaient vraiment se former et qu'on gagnerait en tant que Noirs à être, entre guillemets, des érudits, donc avoir vraiment énormément de connaissances. Là maintenant, je vais un peu faire le contexte dans lequel ce livre a été écrit. Il faut savoir que Webb Dubois, il est né en 1865. Donc c'était vraiment au moment où l'esclavage venait d'être aboli. Donc il n'est pas né en fait en tant qu'esclave. Donc il y avait eu la guerre de sécession qui venait de terminer justement. Et il y a eu le 13e amendement. C'est l'amendement qui a officiellement mis la fin de l'esclavage en Amérique. Mais dans certains États, surtout ceux du Sud, en Amérique, ce système d'esclavage a continué sous le nom de système de maîtrisage dans lequel en fait les Noirs continuaient quand même à être exploités comme des esclaves parce qu'ils étaient payés vraiment à très bas prix. Ils étaient toujours exploités dans les champs de coton, etc. C'est dans ce contexte-là que Webb Dubois a grandi en plus dans vraiment le système d'esclavage, mais dans le système de maîtrisage. En 1868, donc à peu près quand il avait l'âge de 3 ans, il y a eu le 14e amendement qui est apparu. Donc c'était l'amendement qui disait que tous les citoyens blancs et noirs en Amérique, ils étaient égaux. Cet amendement venait en fait dire officiellement qu'il était interdit de restreindre la liberté de quelqu'un. Donc tu ne pouvais plus posséder quelqu'un et décider où est-ce qu'il allait, etc. Ce n'était plus possible. En 1870, donc à ce moment-là, Webb Dubois a environ 5 ans, il y a le 15e amendement sur les droits de vote pour les personnes noires. Mais en fait, ce 15e amendement a connu beaucoup de difficultés à être mis en place de par le fait que justement, il y avait toujours ces oppressions qui continuaient principalement dans les États du Sud qui ne voulaient vraiment pas accepter la libération des esclaves. Donc, ce qui se passait, c'est que cette loi-là, on a dû mettre énormément de conditions. Donc, il fallait que les Noirs soient alphabétisés pour pouvoir voter. Il y avait des tests, en fait, qui étaient faits pour analyser, en fait, ton niveau intellectuel pour être sûr que tu es vraiment à même à pouvoir voter. En 1877, Webb Dubois, il a environ 12 ans, je pense. C'est un peu à la période post-guerre civile. Donc, il commence en fait la reconstruction. Donc, en fait, là, ils sont vers la fin de la période de reconstruction. La période de reconstruction, c'est 1865 jusqu'à 1877. Donc, c'est un peu la période où on essaie de reconstruire une société en Amérique en intégrant les Noirs. Donc, c'est là que vous voyez les lois qui ont été mises en place, etc. Il y a l'apparition à ce même moment des lois Jim Crow. En fait, c'est des lois qui vont un peu restreindre la liberté des personnes noires. Jim Crow, en fait, c'était un ségrégationniste racial. Les lois Jim Crow qui étaient présentes jusqu'en 1960, en fait, c'est des lois qui disaient que les Noirs et les Blancs étaient égaux, certes, mais il fallait en fait une séparation, une espèce d'apartheid. Et donc, cet apartheid-là faisait que voilà, les toilettes des Noirs et des Blancs étaient séparées, les écoles étaient séparées, les transports publics étaient séparés. En gros, voilà, ces lois venaient dire vous êtes égaux,
mais vous allez évoluer dans un monde parallèle par rapport à nous. Il faut qu'on se croise le moins possible en fait. En 1895, donc à ce moment-là, Webb Du Bois, il est à peu près dans la trentaine. Il y a le discours de Booker T. Washington, c'était également un activiste panafricain de l'époque. Pour lui, les Noirs devraient s'adapter à ce système de ségrégation et ne devraient pas essayer en fait de s'intégrer dans la société avec les Blancs. Pour eux, pour lui, on devait en fait accepter de se soumettre dans un premier temps, puis grandir économiquement grâce aux travaux manuels, aux travaux techniques qu'on pourrait faire. Donc je reviendrai un peu sur son histoire parce que dans le livre The Soul of Black Folk, il en parle. En 1896, donc une année après que ce discours de Booker T. Washington a été fait publiquement, il y a la loi Plessy-Ferguson qui va apparaître. Donc c'est la loi qui va réellement légaliser la ségrégation. Donc elle va vraiment apparaître dans les lois américaines comme un droit des Blancs de pouvoir en fait réellement pratiquer la ségrégation entre eux et les Noirs de la société. Alors en 1903, donc à ce moment-là, il a à peu près une quarantaine d'années, il va publier The Soul of Black Folk. Et donc, dans ce livre-là, justement, il va parler, il va observer. En fait, ce livre-là, c'est vraiment une espèce de cartographie du ressenti, du point de vue d'un Noir, de tous les événements que j'ai cités précédemment, de tout le contexte social dans lequel il a baigné. Donc, il analysait en fait la société et la vie d'un Noir qui vivait à ce moment-là, c'est-à-dire durant la période post-guerre de sécession, avec les esclaves qui étaient affranchis. Donc l'esclavage 1865, il est né, l'esclavage a été aboli. Il a baigné dans tout ce qui se passait, il a observé, il a étudié. Et là maintenant, il va écrire un livre qui va un peu dépeindre la société dans laquelle il vit et de son point de vue de Noir. Parce qu'en général, l'histoire était toujours racontée. C'est souvent les Blancs qui avaient de toute manière, qui étaient alphabétisés, qui étaient capables d'avoir accès justement à la connaissance et qui étaient capables de réellement écrire un livre. Et donc, ce Soul of Black Folk, c'était un des premiers livres qui avait été écrit par un Noir, justement, qui analysait, qui dépeignait un peu la société dans laquelle il vivait et comment il se sentait en tant que Noir vivant dans cette Amérique-là. Là, maintenant, je vais vous raconter un peu l'analyse du livre lui-même. Enfin, je vais un peu vous résumer le livre, mais j'ai décidé de faire chapitre par chapitre pour que ce soit beaucoup plus concis et beaucoup plus digeste, en fait, et plus accessible, je pense, si je fais, en fait, chapitre par chapitre. The Soul of Black Folk, donc, c'est les âmes des peuples noirs, donc, qui est écrit par Webb Du Bois en 1803. Dans ce premier chapitre, il va introduire, en fait, le voile. Ce qu'il va appeler le voile. En fait, c'est comme une barrière invisible qui sépare les Noirs et les Blancs aux États-Unis et empêche une vraie égalité. Donc, comme je vous ai contextualisé, donc la période dans laquelle il vivait, c'était vraiment les périodes où il y avait les lois Jim Crow, les périodes durant lesquelles, en fait, il y avait les lois de ségrégation, donc qui permettaient, en fait, d'accepter que les Noirs et les Blancs devaient vivre en parallèle. Ils vivent dans la même société, mais il ne faut jamais se croiser. Il faut que chacun ait son couloir. Chacun puisse vivre selon son couloir et le destin qui lui est en fait prédéfini, quoi. Et dans ça aussi, dans ce chapitre-là, il va parler du concept de la double conscience. Il parlait en fait du fait qu'en tant qu'Afro-Américains, les Noirs devaient naviguer entre deux identités. Donc celle qu'ils avaient d'eux-mêmes et celle que la société blanche leur imposait et leur renvoyait d'eux-mêmes. C'est-à-dire que voilà, même un Noir qui essaie de s'éduquer, parce que pour eux, un Noir, ce n'est pas éduqué, un Noir, c'est violent, un Noir, c'est X, Y, Z. Et ils avaient beau essayer de travailler, d'essayer justement de faire le travail de base d'intégration, ça leur était refusé à cause justement pour lui de cette double conscience, c'est-à-dire les Blancs qui voient les Noirs à travers leur prisme et les Noirs qui se voient à travers leur propre prisme en tant qu'afro-descendants et également qui sont conscients du prisme à travers lesquels les Blancs les voient et les cartographient. Et dans ce chapitre-là, il va également poser la question de l'émancipation intellectuelle et sociale. Donc, pour lui, la vraie liberté ne passe pas seulement par les droits
politique. Pour que les Noirs se sentent libres, il faut également qu'ils aient un respect pour leur propre culture, c'est-à-dire afro. Il fallait qu'ils aient également les connaissances de leur culture afro, de savoir vraiment qui ils sont. Il disait que grâce à cette connaissance personnelle, les Noirs pourraient plus facilement être émancipés intellectuellement, qu'ils gagneraient à être plus émancipés intellectuellement. Et également que la définition que le blanc voulait leur imposer d'eux ou leur renvoyer d'eux n'allait pas avoir un grand impact sur eux si ils faisaient l'effort de se connaître et de connaître en fait leurs racines africaines. Dans le deuxième chapitre, donc de l'aube de la liberté, donc dans ce chapitre, il va parler un peu du bureau Friedman. En fait, le bureau Friedman, c'était un peu une espèce de service social qui avait été mis en place pour justement aider, pour venir en aide aux esclaves. Donc, c'était durant la période post-esclavage, les aider à créer par exemple des écoles pour noirs, parce qu'on sait le contexte social, c'était la ségrégation. Donc les blancs, les écoles qui étaient déjà présentes, les noirs ne pouvaient pas les fréquenter, même s'ils c'était égaux, donc ils avaient le droit d'aller à l'école, mais ils ne pouvaient pas fréquenter les écoles qui étaient déjà en place. Il fallait qu'ils créent leurs propres écoles, il fallait qu'ils créent leurs propres services sociaux, il fallait qu'ils créent leurs propres institutions en fait qui défendraient leurs droits. Donc vraiment, avec les lois Jim Crow qui étaient en vigueur, le bureau Friedman permettait tout simplement un peu de permettre aux Noirs de se battre pour avoir un peu plus de droits, en fait de défendre leurs droits. Parce qu'il faut savoir que voilà, à l'époque, les esclaves fraîchement libérés étaient analphabètes, ne savaient pas lire, ne savaient pas faire grand chose. Donc il fallait vraiment commencer from scratch, donc commencer de rien du tout, pouvoir justement créer cela. Ce bureau Friedman, c'est quelque chose qui a été octroyé à la communauté noire pour pouvoir justement les aider à commencer justement à s'insérer dans la société. Grâce à ce bureau Friedman, justement, il y aura une création des écoles, des aides économiques, de l'assistance juridique pour les Noirs, pour les défendre en cas de soucis, justement, avec le système. Bon, on s'en doute bien que, voilà, un petit service de droits sociaux ne combattra jamais un système, voilà, parallèle qui est là depuis des années, etc. Donc, il conclut quand même que l'Amérique a échoué à assurer une transition équitable pour les anciens esclaves vers une pleine citoyenneté. Donc, en fait, ce bureau Friedman, il faut savoir que les États du sud de l'Amérique sont les États les plus racistes, n'est-ce pas? Qui sont, voilà, les États conservateurs. Et donc, eux, ils vont farouchement combattre, justement, la mise en place d'un tel système, d'un tel service. Et ils vont faire en sorte que quelques années après l'ouverture de ce bureau Friedman, eh bien, il va être fermé parce qu'il va vraiment être combattu, il va être brûlé, vandalisé, etc. Parce que vraiment, ils ne voulaient, pour eux, les Américains, surtout ceux qui habitaient dans le sud du pays, pour eux, les Noirs devaient toujours être des esclaves. Donc, créer un bureau qui leur permet de se défendre, qui leur permet de défendre leurs droits, pour eux, c'était très mal vu. Donc, ils ont fait en sorte que ce bureau-là ferme quelques années après. Et dans son livre, dans ce chapitre-là, il se dit que pour lui, il a vécu ça comme un échec et que l'Amérique a vraiment failli à sa mission, justement, de faire des Noirs des citoyens libres. Ensuite, dans le chapitre 3, il parle de Booker T. Washington et des autres leaders panafricain. Monsieur Booker T. Washington, il faut savoir que lui, il est né pendant l'esclavage. Il a connu l'esclavage. Il est né en tant qu'esclave. Donc, dans son discours, lui, il prônait énormément, c'était un des grands leaders de l'époque, c'était un des grands activistes panafricains de l'époque. Lui, il prônait le fait que les Noirs devaient absolument accepter ce système de ségrégation. Donc, il devait, en fait, au lieu d'essayer de se battre pour avoir les mêmes droits que les Blancs, qu'il ferait mieux de se concentrer aux travaux techniques, c'est-à-dire labourer les terres, travailler dans les champs de coton, etc., etc. Et de cela, accumuler, trouver des moyens, en fait, d'accumuler les richesses grâce à leurs travaux manuels. Et que, à force d'accumuler ces richesses-là, à un moment donné, la société blanche les respecterait. Pour Booker T. Washington, c'est grâce à l'accumulation des richesses que le noir pourrait peut-être peser sur la balance sociale en Amérique. Pour Dubois, les noirs devaient se battre pour avoir l'égalité avec les blancs, qu'ils devaient se battre
pour voter, qu'il devrait s'introduire dans la politique, dans tous les systèmes en fait décisionnels de la société américaine, et qu'ils devaient en fait revendiquer leurs droits de citoyens à la même hauteur et ne pas accepter justement les travaux qu'on leur donnait, c'est-à-dire des travaux techniques, manuels, etc. Il fallait absolument que les Noirs s'alphabétisent, qu'il fallait que les Noirs aillent à l'école, apprennent et s'instruisent sur leur histoire, non seulement en tant qu'afro-descendants, également qu'ils s'instruisent dans la société américaine pour pouvoir réellement également revendiquer les mêmes droits. Donc, dans cette partie-là, il critique beaucoup les idées de Booker T. Washington, qui considérait que c'est des idées de régression en fait par rapport aux Noirs, et c'est des idées qui encourageaient justement les Blancs à vouloir avoir cet ascendant sur les Noirs. Également, il faut savoir que Marcus Garvey, également, c'était un peu la période contemporaine aussi à Dubois. Également, il ne partageait pas non plus la même idée parce que de l'autre côté, je vais vous mettre ici un petit tableau comparatif de leurs différentes idées. Donc, Marcus Garvey, Booker T. Washington et Webb Dubois, en fait, voilà, ils ont vécu un peu à la même période. Et c'était des leaders, en fait, qui n'étaient pas réellement d'accord sur la manière de procéder pour que les Noirs soient réellement libres. Parce que ce que les Blancs leur proposaient à l'époque, c'était pas une vraie liberté. C'était une liberté un peu factice. Une liberté voilà, qui n'était pas réelle, en fait, tangible. Et donc, pour Marcus Garvey, pour que les Noirs soient réellement libres, il fallait qu'en fait, ils quittent l'Amérique. Pour lui, il était dans l'extrême en disant, bon, écoutez, nous, on vient d'Afrique, retournons en Afrique, retournons d'où on vient, n'essayons même pas. En fait, pour lui, il fallait qu'on sépare, que la scission soit nette. En fait, Marcus Garvey acceptait le système de ségrégation. Je ferai une vidéo sur lui, je ne sais pas quand exactement, parce que ça fait partie des, voilà, des grands leaders panafricains à connaître. Donc à ce moment-là, je vous dirai un peu plus en détail ses vraies idées, mais là, je vais un peu résumer les idées de Marcus Garvey. C'était juste la ségrégation complète. En fait, lui, il acceptait la ségrégation que les Blancs voulaient imposer aux Noirs. Il considérait que les Noirs gagneraient plus, en fait, à retourner en Afrique et à réellement se connecter à leur côté afro-descendant. Ils prenaient le fait que les Noirs, les Africains devraient retourner chez eux et construire leur continent, et que les Blancs ne devaient même pas venir également en Afrique. Donc, et Dubois, lui, il disait non, il faut s'intégrer, il faut qu'on ait les droits politiques, il faut que, voilà, lui, il voulait vraiment l'égalité, l'intégration. C'était genre, voilà, si le blanc peut faire A, B, C, D, E, F, le noir aussi, il doit faire ça. Et tandis que Booker T. Washington disait, bon, pour le moment, soumettons-nous, parce qu'on n'a pas encore assez de pouvoir, travaillons en sous-marin, acceptons leurs règles, puis, à un moment donné, on va éclore grâce aux accumulations de richesses qu'on va avoir. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que, voilà, le tableau ici va un peu résumer les idées de chacun. Dans le chapitre 4, du sens du progrès, donc dans ce chapitre, en fait, il va un peu parler de son expérience en tant qu'enseignant dans le Sud, et il décrit les conditions précaires dans lesquelles les Noirs du Sud vivent, en fait. Il va voilà, montrer à quel point ils n'avaient vraiment pas accès à l'éducation et qu'ils étaient vraiment majoritairement analphabètes. Il va également montrer qu'en fait, ils n'avaient pratiquement aucune ressource. Ils devaient en fait toujours vivre avec les miettes que la société blanche acceptait de leur donner. Et donc, il insistait sur le fait que l'éducation serait vraiment le moyen d'émancipation de la communauté noire. Donc, il prônait le fait qu'il fallait, parce qu'il était professeur justement dans un état du Sud rural, et donc il prônait le fait que les Noirs devaient vraiment s'alphabétiser, ils devaient vraiment s'éduquer pour pouvoir comprendre la société dans laquelle ils sont et pouvoir en fait, entre guillemets, comprendre les rouages de la société et s'intégrer, quoi. S'intégrer au maximum à cette société-là. Mais malgré, en fait, ces efforts pour pouvoir justement aider à l'éducation des Noirs, il se rend compte que les structures raciales et économiques limitent vraiment la progression des Noirs dans la société américaine. En gros, il y a vraiment une espèce de système qui est mis en place que, en tant que personne noire, c'était très compliqué de pouvoir s'en sortir. Donc déjà, on va dire, les écoles des Noirs n'étaient quasi pas subventionnées. Toutes les structures qui étaient mises en place pour pouvoir aider les Noirs n'étaient pas du tout
pris encore par l'État. Je vais dire, jusqu'à présent, les écoles aux États-Unis, les écoles des Noirs, les écoles publiques des Noirs, l'État va accorder un moindre budget par rapport aux écoles des Blancs, par exemple. Webb Dubois, il a beaucoup étudié grâce à un système de solidarité, parce que de là à faire les études à Harvard, il a toujours fait en sorte d'être parmi les plus brillants des brillants. Pour pouvoir obtenir certaines bourses, en fait, qui étaient mises en place, et une partie des frais scolaires qu'il devait payer, sa communauté dans laquelle il vivait. Donc, vu qu'il était connu comme érudit, comme voilà l'enfant qui est intelligent, qui a envie d'étudier, eh bien, beaucoup investissaient en lui pour pouvoir justement lui permettre de pouvoir, la communauté s'est beaucoup cotisée pour pouvoir payer une partie de ses frais de scolarité et l'envoyer également dans les universités comme Harvard. Il sait à quel point c'est très difficile pour les personnes noires d'étudier. Donc, il met en évidence justement les différentes structures économiques et raciales qui ont été mises en place pour pouvoir en fait empêcher les Noirs d'avoir accès de manière aisée à l'éducation. Dans le chapitre 5, des ailes d'Atlanta, il met en garde contre l'obsession de la richesse matérielle, donc aux dépens du développement intellectuel et moral. Donc, il pousse en fait, il pousse un peu un coup de gueule contre la société américaine blanche qui semblait en fait pousser les Noirs, et aussi avec le discours des personnes comme Booker T. Washington, qui voulaient en fait pousser les Noirs à chercher le succès économique, mais sans leur donner de véritables opportunités d'émancipation. Donc en gros, pour lui, dans ce chapitre-là, il explique un peu les dangers du fait que un Noir qui a de l'argent mais qui n'a pas de la matière intellectuelle ne saura pas comment gérer cet argent-là. Donc c'était un peu pour lui, et la société américaine, selon lui, dans l'époque où il vivait, semblait encourager justement des Noirs qui avaient de l'argent mais qui étaient vides, qui n'avaient pas vraiment d'esprit. Donc ça veut dire que cette richesse-là ne va pas être utilisée à bon escient. En gros, c'est un peu comme des consommateurs. Ils ont l'argent, mais cet argent-là n'est pas utilisé à bon escient parce qu'ils n'ont pas l'intellect pour réellement analyser et utiliser ça de manière intelligente. Ils devenaient en fait comme des sociétés de consommation, un peu comme ce qui se passait actuellement. Donc voilà, on ne nous apprend pas vraiment la fiche de paye, comment augmenter ta richesse personnelle, etc. etc. Les taxes, les différentes taxes que tu payes, que quand tu payes 10 000 fois la même taxe, etc. On ne te fait pas comprendre à l'école réellement le système, mais par contre, on te donne un certain salaire, et ce salaire-là, après on te dit, on te sort plein de fêtes, la Saint-Valentin, le machin, le truc, la Pâques, après la Pâques, Noël, après Noël, bon bref, en gros, on te crée différentes fêtes pour que tu aies l'occasion de dépenser de l'argent. Non seulement ils te taxent ce que tu as gagné, ils te taxent à chaque fois que tu payes voilà, la nourriture, les vêtements, tu es taxé, tu as la TVA, mais on ne t'apprend pas à comprendre ce système-là. Et donc, lui, il avait l'impression que c'était ce qui se passait avec les Noirs américains. On les encourageait à cumuler de l'argent, parce qu'on disait, ouais, si tu as l'argent, tu as le pouvoir, tu es libre, etc. Mais après, cet argent-là ne durait pas, ne faisait pas long feu et ne servait pas à la communauté, parce qu'il n'y avait pas cette intelligence derrière pour pouvoir, en fait, utiliser cet argent à bon escient et pouvoir se payer une vraie liberté à travers cet argent. C'est un peu ça en fait. Je fais le rapport aujourd'hui avec ce qui se passe actuellement, et l'argent des Noirs américains, les plus riches, c'est les sportifs. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On leur introduit la drogue, on leur introduit voilà, des trucs pour pouvoir en fait que cet argent-là ne va jamais réellement servir à grand chose, parce que quelqu'un qui est riche mais qui n'a pas l'argent, qui n'a pas les connaissances intellectuelles face à cette richesse ne saura pas la gérer. Et cette richesse-là, le pouvoir qu'il aura grâce à cet argent-là n'aura aucun impact. Et ça permet de calmer. On a l'impression d'être intégré parce qu'il y a des Noirs successful, mais en même temps, ton chemin, en fait, on te met des œillères. On te dit, voilà le seul chemin dans lequel tu peux aller. Pour ne pas, justement, questionner réellement la société, en fait. On ne nous donne pas l'intellect. C'est pour ça qu'on dira, l'école est en retard. L'école n'est pas en retard. L'école sait ce qu'elle fait. Dans ce chapitre-là, Webb Dubois prône vraiment que l'éducation culturelle et intellectuelle était vraiment importante, à côté du fait de pouvoir accumuler les richesses. Dans le chapitre 6 de la formation des hommes noirs, donc il défend un peu l'idée du talented 10. Donc ça veut dire que pour lui, il prenait le fait que 10% au minimum, 10% des noirs de la société des noirs américains devraient représenter en fait l'élite intellectuelle des Noirs de l'époque, et qu'ils devraient réellement s'intéresser et être érudits dans les sujets tels que la politique, la culture, l'économie, etc. Que
le droit, qui devrait vraiment s'intéresser aux aspects les plus intellectuels de la société, les positions de pouvoir de la société, qu'ils devraient vraiment être tous érudits dans les sujets divers, mais voilà, vous voyez, les grands métiers, entre guillemets, de la société. Et que grâce à ces 10% de Noirs, à leur intelligence, à leur analyse et à leur compréhension de la société dans laquelle ils vivraient, cela permettrait en fait à ces Noirs de défendre réellement les intérêts des Noirs. En fait, ils seraient un peu comme l'élite politique qui représenterait en fait les Noirs pendant cette période-là. Pour lui, la connaissance, c'était quelque chose de très, très, très importante et que pour réellement se libérer de toutes les chaînes, les Noirs devraient s'éduquer. Il mettait aussi en évidence le fait que voilà, les universités noires étaient vraiment, vraiment en deçà du niveau des universités blanches en fait. Et puis voilà, mais il encourageait quand même les Noirs à avoir cet amour pour les études et de pouvoir créer une élite noire, Talented Ten, pour pouvoir en fait représenter tout le peuple noir dans son ensemble. Et c'est aussi une idée dans laquelle il n'était pas d'accord avec Booker T. Washington, parce que Booker T. Washington, pour lui, au niveau de la représentation des Noirs, ça ne devrait pas être 10% les hommes les plus intellectuels, qu'après un certain niveau d'études, ils ne seraient plus connectés à ces hommes simples, ceux qui travaillent la terre, etc. Pour lui, chaque personne dans la société des Noirs devrait être capable de décider. Ce n'est pas parce que tu as fait des grandes études que tu connais mieux, que tu sauras mieux défendre celui qui laboure la terre, quoi. En gros, Booker T. Washington disait que la politique devrait inclure tout le monde. Ne devrait pas inclure simplement les personnes qui ont été intellectuelles, parce qu'ils ne comprendront peut-être pas les problèmes liés justement à un noir moyen qui laboure la terre. Dans le chapitre 7 de la ceinture noire, il décrit en fait une région qui s'appelle The Black Belt, donc la ceinture noire. C'est une zone rurale du sud où vivent des milliers de Noirs dans une extrême pauvreté. Il va voilà, décrire un peu la manière dont la population de ces états ruraux sont exploités, extrêmement exploités et maintenus dans une situation de pauvreté extrême par les Blancs. Il montre en fait que l'héritage de l'esclavage se perpétue, que soi-disant il y a des lois, les amendements qui sont sortis pour pouvoir dire que les Blancs et les Noirs sont égaux, mais en fait il dépeint ces endroits-là pour dire qu'en fait oui, au niveau des amendements, des lois, des textes de loi, mais il y a quand même des Blancs qui continuent quand même à traiter les Noirs comme des esclaves. En fait, on continue en fait à maintenir les Noirs dans une situation économiquement désespérée. Donc on les payait vraiment de manière on les payait très peu pour le travail qu'ils faisaient. On les empêchait d'avoir accès à plusieurs aides sociales, à plusieurs structures qui pouvaient les aider. Et en fait, on faisait en sorte qu'ils soient toujours dépendants des Blancs. Donc, on les maintenait toujours dans un système d'esclavage, mais sauf que cette fois-ci, on les payait un tout petit peu. On les payait des miettes, mais on les payait un tout petit peu. Et donc, on faisait semblant, ah, vous êtes libre. Hein, donc, voilà. Ça me rappelle trop, il y a un petit, je sais pas si c'est un mème que je devrais dire, il y a un petit dessin animé justement qui parle de ça. Si je le retrouve, je le mettrai un petit extrait là. Je vous affranchis. Alors nous sommes libres. Voilà. Ça je peux vous dire que ça fait plaisir. Bien. Là, maintenant, il faut payer 15 sesterces de loyer par semaine. 15 sesterces. Ah oui, quand même. Mais, bonne nouvelle, nous avons justement des postes d'ouvriers du bâtiment qui viennent de se libérer. Le salaire est de 15 sesterces par semaine. Vous acceptez? Parfois, c'est une proposition. Parfait, vous êtes engagé. Anglégus, tes ouvriers ne sont pas au travail. Dîner, bande de fainéants! Qu'est-ce que vous faites encore à vous prélasser? Vous croyez qu'on vous paye à quoi au juste? Allez hop, direction le chantier! Dans le chapitre 8, donc le titre c'est la quête de la toison d'or. Donc il analyse en fait l'industrie du coton. Donc un peu, il dit à quel point les conditions de travail des fermiers noirs sont inhumaines. Donc il critique le manque de redistribution des richesses et que la majorité des profits justement qui émanent du travail du coton va aux Blancs. Il met vraiment en évidence toutes les difficultés à travers lesquelles les Noirs doivent passer, qui les empêchent d'évoluer économiquement. Donc il dépeint un peu ça, toutes les difficultés auxquelles font face ces Noirs-là qui travaillent dans les champs de coton, qui sont sous-payés, qui ont des journées de travail à rallonge, que toutes les règles sont fixées par les Blancs, en fait comme avant l'esclavage, quoi. Et au niveau social, ils n'ont aucun moyen de se défendre. Le bureau Friedman
a fermé. Donc, il n'y a plus des possibilités pour les Noirs d'aller essayer de réclamer des droits. Et même quand ils vont le faire, c'est très compliqué parce que voilà, la majorité des gens qui tiennent réellement les capacités de décider dans la société, ce sont des Blancs. Et donc, forcément, ça ne les arrange pas que les Noirs soient leurs égaux, etc. Sinon, ils ne pourront pas jouir des avantages de cette société-là. Donc, dans le chapitre 9, des fils, des maîtres, des hommes. Il analyse les relations entre les Blancs et les Noirs qui vivent dans le Sud. Donc, il dit que les Blancs restent majoritairement hostiles aux Afro-Américains. Ils ne les considèrent pas du tout comme des citoyens à part entière. Le racisme est très institutionnalisé et omniprésent et dans toutes les interactions sociales. Et il montre que la ségrégation n'est pas juste une question de loi, c'est aussi un problème profondément ancré dans les cultures américaines. Ça m'a rappelé un peu ce chapitre-là, un peu l'Australie actuellement, parce que j'ai vécu en Australie pendant 1 an, j'ai été dans les camps où étaient parqués en fait les aborigènes et j'ai aussi fréquenté les Blancs australiens, beaucoup. J'ai vécu en colocation avec des Néo-Zélandais et des Australiens et en gros, j'ai eu un peu la part des deux. Vous voyez, les Blancs de leur côté, ils détestent vraiment les aborigènes, qu'ils considèrent comme les personnes alcooliques, feignantes, qui ne veulent pas travailler, etc. Tout est fait pour justement te victimiser, montrer que tu n'es pas rentable, tu fais rien quand tu es assis par terre à regarder l'horizon. Et à l'école, on leur apprend ça. Je veux dire, quand tu vas parler à un Australien, il n'a pas l'impression qu'il est venu envahir l'Australie, alors que c'est ce qui s'est passé. Ils ont envahi l'Australie, ils ont tué les aborigènes, ils les ont donné de l'alcool, des trucs, enfin vraiment des substances vraiment illicites, ils ont introduit des maladies, ils ont saccagé tout leur système de croyances, parce que les aborigènes, par exemple, ils sont très attachés aux terres, ils sont attachés au rituel de la terre, ils sont attachés à la forêt, ils sont attachés... Et alors les Blancs, qui étaient majoritairement les anciens prisonniers britanniques, ils ont en fait... comment dire, enfin c'est d'un camp, l'histoire de l'Australie, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, ça me rend tellement triste, et tu te dis c'est vraiment le même système qui se reproduit. Et le problème c'est que les personnes qui bénéficient de ça ne se sentent pas du tout coupables. Parce que quoi? Parce que le système en place leur apprend que c'est ces gens-là qui sont les mauvais. En Australie, on ne dit pas la vérité dans les livres d'histoire aux enfants. Enfin, très peu d'Australiens savent la vérité sur leur histoire de la colonisation, ou la nient complètement. Il y a des mouvements de négationnisme hallucinants. C'est qu'on essaie d'enlever le système de culpabilité. Vous voyez, on ne veut pas que tu te ressentes coupable. Et ça me rappelle trop un épisode de Black Mirror que j'ai regardé. C'est l'épisode où, je crois que c'est des cafards. C'est qu'on met un filtre, vraiment c'est un truc comme ça. On met un filtre dans les yeux des Australiens qui voient les autres aborigènes comme les esclaves. Tu vois. Quand on vient t'imposer le système économique, comment dire... le système capitaliste, en te disant ouais voilà ton nouveau dieu sera l'argent, tu vas commencer à fonctionner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, que toutes tes valeurs, tous tes points de repère dans la vie sont complètement déphasés, et ta mémoire cellulaire que tes parents t'ont donné, la manière dont ça fonctionnait, le monde dans lequel tu vis n'est pas en corrélation avec ce que tu ressens à l'intérieur. Donc forcément ça crée des problèmes mentaux. Et en plus, la société dans laquelle tu vis te dit c'est bon, arrête de te victimiser, hein, c'est bon, vas-y, arrête de te victimiser. Pour moi, il ne faut même pas accepter ce genre de discours, que ça puisse exister, parce que ces gens-là qui continuent à profiter du privilège du sang de nos ancêtres, ça ne devrait pas, ils ne devraient pas ouvrir leur bouche à essayer de dire c'est bon, c'est le passé, c'est bon, vas-y, tu es en train de parler de la race, tu es en train de faire des trucs et tout ça là. Non, 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 ce système-là, c'est un système qui se répète. C'était bien rodé, ça a été étudié, on voit que ça fonctionne et ça continue à fonctionner parce qu'on accepte. Donc, on accepte parce qu'on n'est pas éduqué dessus. On ne se rend pas compte que, voilà, ce que Webb Dubois est en train d'écrire dans un livre de 1903, ça fait plus de 100 ans que le livre a été écrit et ce livre est toujours d'actualité en fait. Dans le chapitre 9, vraiment, il met en évidence que les relations entre les Noirs américains et les Blancs américains, c'est vraiment une relation qui est très, comment dire, inégalitaire. Et c'est une relation qui et le racisme, en fait, contre les Noirs est vraiment institutionnalisé. Et en fait, il est profondément ancré dans la culture américaine. Et la manière dont on éduque les Américains, c'est une manière de dire...
toujours de dire que le citoyen noir, il est subalterne. On ne met pas en évidence, en fait, ce qu'on a fait de mal pour éviter la culpabilisation dans le cœur, dans la mémoire des Blancs américains. On propage, en fait, l'histoire du noir feignant, du noir drogué, dealer, qui ne veut pas s'en sortir, qui va au truc facile, etc., etc. Là, dans le chapitre 10, de la foi des pères. Dans ce chapitre, il va parler beaucoup du rôle du christianisme dans la culture afro-américaine. Donc, en fait, il dit que c'est vrai que le christianisme, c'est un peu source de résilience et de force mentale, mais il parle aussi beaucoup du fait que beaucoup de prêtres, à l'époque, ont beaucoup, à travers les écrits chrétiens, ont voulu que le peuple noir se soumette. En gros, c'était toujours des prédications, on va dire, des prêches, pour que les peuples noirs accepte de souffrir sur ce monde-là, parce qu'on disait oui, mais quand tu souffres ici, là, au paradis, tu seras libéré, heureux celui qui est malheureux sur terre, car la terre des cieux est à lui. Donc, il y avait énormément de discours qui encourageaient la souffrance, l'acceptation de la souffrance dans le peuple noir, qui ne devait pas se rebeller. Comme ça, le paradis leur serait ouvert. Donc, est-ce que ça a changé aujourd'hui? Est-ce que ça a changé? Pourquoi on nous a dit enlever nos croyances? Parce que dans nos croyances, on disait que quand quelqu'un fait du mal à ton frère, à ton sang, tu te dois de défendre. Faire preuve de pleutrerie, faire preuve de lâcheté n'était pas du tout vu comme quelque chose de glorifiant. Vous voyez, les croyances ancestrales te poussent en fait à faire preuve de courage en fait. Dans ça, donc, il met en évidence justement ces systèmes-là d'extrême résilience, d'extrême acceptation de la souffrance, qui sont amenés par les pères et des églises. Hein. Pour lui, les églises noires de l'époque et les messages qu'ils propagent, c'était des messages qui manquaient beaucoup de leadership et qui étaient très peu éclairés. Pour lui, il fallait absolument que les Noirs changent certains textes bibliques pour pouvoir mieux correspondre à leurs propres croyances et pour pouvoir en fait les appeler justement à ne pas accepter cette souffrance et ne pas la normaliser comme on voulait qu'ils le fassent. Dans le chapitre 11, de la mort du premier-né. Là, il parle un peu d'une expérience tragique personnelle dans ce chapitre-là, du fait que un de ses fils est mort à l'âge de 2 ans. Et donc, il va méditer un peu sur le sort des enfants noirs qui grandissent dans ce monde injuste dans lequel il évoluait. Il exprime la douleur poignante et se demande si son fils n'a pas eu la chance d'échapper à la mort. Dans le chapitre 12, of Alexander Crummell. Alexander Crummell, c'était un prêtre noir qui s'est beaucoup battu justement pour l'éducation et la reconnaissance des Noirs en tant que citoyens de première zone ou de zone égale aux Blancs. Donc, c'était un prêtre en fait qui essayait justement de conscientiser et de parler du christianisme d'une manière un peu plus... dans laquelle les Noirs avaient plus, comment dire, devaient moins accepter en fait ce système qui leur était imposé. Donc c'était un peu un prêtre activiste. Et il parlait du combat qu'il a mené contre le racisme et les échecs qu'il a subis et la manière dont la communauté noire en fait semblait être condamnée en fait. La communauté noire semblait être condamnée et la résilience dont il faisait preuve en fait face aux vicissitudes de la vie de cette époque-là. Dans le chapitre 13, la venue de John. Donc la venue de John, c'est un peu un récit fictif dans lequel il parle un peu des difficultés d'un noir éduqué. Bon, c'est un peu ses difficultés à lui, comme dans un chapitre précédent, il en parle aussi de ses difficultés, le fait qu'il est parti étudier dans les États du Nord, il est revenu au Sud, il était professeur, et toutes les difficultés par lesquelles il est passé. Donc il parle un peu aussi de John, du jeune noir qui était étudié dans les États du Nord, qui revient dans le Sud avec des grandes ambitions pour la communauté noire. Et il se heurte à énormément d'hostilité face aux Blancs, voilà, les différents groupuscules hein, qui s'organisaient pour pouvoir tuer les Noirs. John, lui, il va s'instruire, il revient avec son instruction et son savoir en se disant, bon voilà, grâce à mon instruction et mon savoir, je vais pouvoir m'intégrer plus facilement dans la société des Blancs, je vais être considéré égal. En fait, là, il va dépeindre en fait comment l'Amérique va vraiment
mettre les bâtons dans les roues de ce jeune homme ambitieux. Et donc, il va finir assassiné. Donc, il va vraiment montrer la brutalité à laquelle fait face les Noirs qui essaient de s'émanciper. Donc, c'est quelque chose qui est aussi très triste, en fait, dans son livre-là. Quand tu entends, en plus, même le lecteur, la voix, l'émotion et tout, ça t'attriste. Et surtout que tu te dis, c'est des choses qui sont présentes jusqu'aujourd'hui, quoi, tu vois. Et tu vois que tout ça là, c'est un système qui a été mis en place, c'est pas le hasard. En fait, dans son livre-là, ça dépeint la vérité. Ce n'est pas une fiction parce qu'il te dit vraiment, comment dire, les difficultés. Il parle de ce qui est actuellement. Il n'essaie pas de terminer sur des points positifs ou mentir au peuple. Tu vois, là, il te dit clairement, un noir qui essaie de s'intellectualiser, qui essaie de s'en sortir, parce que lui aussi passait par ces difficultés-là. Parce que, parallèlement à ça, comme je l'ai dit dans sa bibliographie, il se battait énormément pour avoir les droits. Il essaie de créer justement ce Talented Ten, cette élite noire qui devait justement défendre les hommes noirs. Il s'est heurté à toutes les difficultés auxquelles il fait référence dans ce livre-là. Donc le John aurait pu être lui en fait. Là, il explore un peu dans le dernier chapitre l'importance des chants spirituels noirs, en fait le negro spiritual. Et donc dans ces chansons, en fait, c'est souvent l'histoire des esclaves, de la souffrance et de l'espoir qu'ils gardent quand même face aux difficultés de la vie. Donc voilà, il va un peu faire quelques petits chants de la négro spirituelle et les thèmes abordés, voilà, la souffrance, l'espoir, etc. Donc Webb Du Bois va beaucoup parler des thèmes comme l'éducation, les droits civiques et la culture des Noirs. Il va parler beaucoup de la quête de l'identité des Noirs et de l'égalité dans une société très raciste. Il va critiquer beaucoup le capitalisme et l'impérialisme blanc de l'époque. Il va également souligner l'importance de s'éduquer, même si le système est très difficile. Il va quand même mettre en évidence que s'éduquer, c'est vraiment très important pour se connaître sa propre culture et ça permet vraiment d'avoir une certaine libération. Et également, il va parler des tensions qui étaient en lui entre le fait parfois de vouloir s'accommoder à ce que les Blancs voulaient leur imposer de l'époque et également ce côté militantisme. Donc, en fait, il faut savoir que Webb Du Bois va, vers la fin de sa vie, aller vivre au Ghana. Donc, c'était à l'époque le premier président du Ghana indépendant, c'était Kwame Nkrumah, parce qu'il serait un peu fatigué du combat qu'il voyait à l'époque que ça n'évoluait quasi pas. Et je pense que jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup évolué plus d'un siècle plus tard par rapport aux inégalités entre les Noirs et les Blancs. Donc, il va décider de terminer sa vie un peu dans le calme et autour des siens, sur la terre de ses ancêtres, en fait, au Ghana. Donc, voilà. J'espère que l'analyse de ce livre-là vous a plu et que ça vous donnera envie d'aller le lire vous-même. Donc, je mets un peu le livre là. Donc, c'est The Spirit of Black Folk en anglais, mais c'est Les âmes des peuples noirs en français. Il y a aussi plein de librairies pour ceux qui sont à Paris, parce que j'ai vu, si je retrouve le nom de la librairie, j'écrirai ici là, où on peut commander en ligne. Ce livre-là également, et c'est des librairies qui sont tenues par des personnes noires, c'est des librairies spécialisées justement dans la littérature des écrivains noirs, etc. Donc voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup plu, parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai fait en version audio, ça m'a beaucoup plu à écouter. Ça m'a beaucoup remis, en fait j'ai fait beaucoup de corrélations avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, que ce soit en Europe ou en Amérique. On se rend compte que les choses n'ont pas réellement changé. Le combat il est long, ça va prendre beaucoup de temps, mais ça va permettre quand même de faire un pas en avant vers encore ce combat de liberté. Et beaucoup de gens pensent que ouais, c'est le combat des Noirs contre les Blancs. C'est pas du tout le cas. Moi je considère pas ça comme le combat des Blancs contre les Noirs. Pour moi c'est le combat d'une élite contre le peuple. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu es dans une société, que tu as un salaire moyen, sache que c'est exactement ce que tu subis en fait. Tu n'as aucun pouvoir décisionnaire. On met en place des votes dans lesquels on te dit va voter, ça va changer quelque chose. À chaque fois qu'il y a un État, un dirigeant qui est à l'État, tu te rends compte qu'en fait, il ne prend pas du tout en compte ton humanité. Il te paye des miettes, il te taxe, il crée des fêtes à tout va pour te maintenir dans un système d'esclavage et que tu n'arrives pas à accumuler assez de richesses pour pouvoir avoir un pouvoir qui te permette réellement d'être à son niveau et d'être décisionnel. Le fait de s'éduquer
de connaître ton histoire réelle, de connaître, de lire, voilà, vous voyez, de lire des gens comme le docteur Dubois, tu apprends énormément de choses sur toi-même et ça te permet en fait d'appréhender, de voir le monde à travers un autre prisme, de mettre certaines actions en place par rapport aux enfants, par rapport, voilà, de vraiment prendre l'éducation de nos enfants en charge, de savoir que ces traumas existent et de pouvoir en fait commencer à faire un travail de nettoyage. Quand tu sais les difficultés auxquelles tes enfants font face ou vont faire face à nouveau, tu es plus apte à les préparer mentalement, physiquement, psychologiquement, pour ne pas que ces difficultés-là leur fassent perdre espoir face à la vie. Le podcast que j'écris aujourd'hui, c'est aussi une piste d'action, m'informer, partager cette information, comme Idriss Aberkan dit à chaque fois, l'économie du savoir, en fait, c'est la seule économie que quand tu partages avec l'autre, ça ne te rend pas plus pauvre. Donc, et le fait de partager mes informations avec vous, ça ne me rend pas plus pauvre. Bien au contraire, ça m'enrichit parce que ça m'apprend à articuler mes idées autour d'un thème, autour d'un sujet. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce résumé du livre de Webb Dubois, Les âmes du peuple noir. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez besoin que je vous éclaire sur quelque chose. Et si vous voulez également que je vous parle du livre qu'il a écrit, d'un autre livre de Webb Dubois, s'il y a une autre analyse, s'il y a un autre livre que vous aimeriez que j'analyse, dites-le en commentaire, comme ça, voilà, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je lis vraiment les commentaires et je prends ça en compte justement pour pouvoir créer des contenus qui vous plaisent. Et une fois de plus, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.